Je suis particulièrement heureuse donc, de débuter cette année en votre compagnie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il en est encore temps, je vous souhaite donc mes meilleurs vœux 2015. Et nous espérons vous offrir ce soir un moment plein d'espoir, de culture et d'ouverture. À mes côtés, M. Gonzague Saint-Brice, que nous avons applaudi tout à l'heure, mais que je vous demande de réapplaudir une nouvelle fois. Gonzague, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les invités qui ne connaissent pas votre parcours, il m'a semblé important de retracer en quelques mots votre itinéraire. Vous êtes écrivain, historien, journaliste, homme de radio. Vous êtes né à Loches d'un père diplomate, comte romain, titre accordé à votre famille par le pape Pie IX, et d'une poétesse descendante de la dynastie des imprimeurs Mam, Agnès Mam, votre maman qui vit toujours. Vous êtes l'auteur de 50 ouvrages. Vous avez reçu le prix Interallié. Vous nous faites voyager au grand galop dans les vies d'exception où la petite et la grande histoire s'entremêlent. On ne pourrait pas terminer ce portrait sans parler de la forêt des livres. Vous êtes le président fondateur de cet événement formidable. Cette soirée devait être l'occasion de présenter votre dernier ouvrage, Le goût de Stendhal, écrit en collaboration avec le grand chef Guy Savoy. Cette soirée est donc placée sous le sceau du chiffre 5, qui est le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre, de la grâce divine. 1515-2015, 5 siècles, 2 fois, 3 fois le chiffre 5, de la Renaissance au romantisme. Ce soir est l'anniversaire de Gonzague. Et qu'en guise de cadeau, je souhaitais lui lire 3 belles dédicaces retrouvées au fil de mes lectures. Une dédicace de Jean Edernalier. Gonzague, c'est Freud à minuit et Proust le jour retrouvé. Alfred de Musset toute l'année durant, le tout revu par Barnum pour les cirques crépusculaires de notre fin de siècle. Pour l'éternité, aussi c'est mon ami, et un écrivain, quand sous la manchette se tracent les mots de la main inlassable et magicienne. Une très jolie dédicace aussi de Didier Decoing. Prince des royaumes de glace et enfant bondissant des terres du soleil, doué pour l'écoute, autant que pour la parole, tantôt rassurant et tantôt inquiétant, et finalement trop entier pour être scalpélisé, Gonzague, je le sais, n'a pas fini d'étonner un monde qui a perdu le rite des stupéfactions. Une dernière dédicace de votre ami Jean-Marie Roy de l'Académie française. C'est le seul personnage capable d'être fidèle à d'obscurs copains de régiment. Une des rares célébrités à aimer d'autres à le rejoindre. Par la multiplicité de ses talents, il peut faire penser à Frégoli, mais le dernier masque ôté, on s'aperçoit qu'il est un écrivain rare. Voilà. Alors, merci Anaïs de nous recevoir dans ce merveilleux salon littéraire. Aujourd'hui, j'ai voulu que vous entriez dans l'histoire. Après-demain, dimanche, François d'Angoulême deviendra François Ier. Il sera sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. Aujourd'hui, en 2015, comment s'appelle le pape? François Ier. Le 1er janvier 1515, François, devenu roi, va gagner la bataille de Marignan, puis, en présence du pape, à Bologne, il rencontre Léonard de Vinci. Aujourd'hui, en ce début de 2015, 500 ans après 1515, commence la nouvelle Renaissance dans une France rassemblée. C'est dans les périodes de crise que naissent les Renaissances. Voyageons ce soir dans le temps. Le drone, Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait. Un jour, j'étais aux États-Unis, invité dans la plus célèbre émission d'Amérique, Good Morning America. Et alors, il y avait un téléspectateur, il s'appelait Michael Jackson. Quand il m'a vu, après l'émission, il a dit « This man, he mesmerized me ». Michael Jackson m'invite à l'accompagner en Afrique. Et ensemble, nous avons descendu le fleuve Ogoué. Il ne me parlait que de Léonard de Vinci, que de Michel-Ange
et que de Louis XIV, parce qu'il était fan de celui qu'il appelait The Sun King. Et il m'a dit cette phrase formidable: un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. Merci. Je voulais revenir sur ce mouvement de la Renaissance, qui est un mouvement extraordinaire. Moi, j'ai relu votre François Ier, Gonzague, et je me demandais effectivement s'il y avait eu un mouvement d'une si grande ampleur, puisque là, vraiment, on assiste à des changements extraordinaires, tant au niveau culturel, sociétal, littéraire. Donc François Ier en est l'artisan, du moins en France, le grand promoteur. Est-ce qu'on peut rappeler quand même les changements extraordinaires qui ont été réalisés à cette époque? L'imprimerie sous la Renaissance, c'est l'Internet aujourd'hui. Avant l'imprimerie, un livre coûte le prix d'une maison de 3 étages. Après l'imprimerie, un livre coûte le prix d'un livre. Internet, c'est l'imprimerie du monde moderne. Pouvez-vous nous rappeler, nous parler des rapports presque filiaux qui se sont tissés entre Léonard de Vinci et François Ier? Je vivais évidemment au Clos Lucé et j'y vis encore, mais vous savez, quand on est tout petit, on cherche les grands-parents. Moi, mes grands-parents étaient morts, ils n'étaient pas là. Je l'ai trouvé en la personne de Léonard de Vinci. Le soir, quand je rentrais me coucher après le dîner familial, je passais devant la porte ouverte de la chambre et il y avait un souffle qui en sortait. Et l'immensité de ce personnage était comme une montagne d'intimidation pour moi. Et peu à peu, quand j'ai commencé à lire ce qu'il disait, les conseils qu'il donnait dans ses écrits, ne pas prévoir, c'est déjà gémir, j'ai vu que ça pouvait être un maître pour moi. Le jour de mes 13 ans, mon père me convoque dans la salle des gardes du Clos Lucé. Il me dit: c'est l'âge de la majorité chez les rois de France, je t'autorise à partir d'aujourd'hui à aller dormir dans le lit de Léonard, ça te donnera des idées. Qu'est-ce que c'est la Renaissance? C'est une époque où les souverains ont compris que les artistes étaient leurs égaux. C'est une époque où Charles Quint se baisse pour ramasser le pinceau du Titien. C'est une époque où le roi François, pour se défaire des fatigues de la cour par le souterrain, vient rejoindre Léonard au Clos Lucé et l'appelle mon père. Il y a eu une exposition au musée du Louvre il y a à peu près 10 ans sur les codex retrouvés. Et effectivement, est-ce qu'on cherche encore les 8 volumes, enfin tous les volumes écrits par Léonard de Vinci? Parce que ça, il y a quand même un grand mystère autour de ça. La vérité est extraordinaire. Léonard est un homme qui, bien avant les encyclopédistes, a décidé de tout écrire, de tout noter, sur tout. Il accepte les commandes, mais il a tellement à faire avec ses codex. Qu'est-ce que c'est les codex? C'est des papiers grands comme la main. Et sur ces codex, il écrit tout ce qui l'intéresse. Et il accumule ces merveilleux codex. Et quand il meurt, ces codex vont rester dans la famille de son disciple Francesco de Melzi. Et le duc de Melzi, anobli par Napoléon en Italie, possède la totalité des codex de Léonard de Vinci. Et depuis, ces codex se sont répandus dans le monde. À l'époque du duc de Melzi, dans les années 1900, vous écriviez un livre sur Léonard, vous écriviez « Monsieur le duc, je suis particulièrement intéressé par le mouvement des eaux dans les dessins de Léonard. » Lui, il vous envoyait l'original du dessin. Ne vous inquiétez pas, il ne pensait même pas à faire la copie. C'est comme ça que les codex se sont répandus dans le monde entier. Qui possède les codex aujourd'hui? Bill Gates, la reine d'Angleterre, dans la collection royale de Windsor, et l'Académie française possède des merveilleux codex de Léonard. Ce qui est extraordinaire dans la Renaissance, c'est que c'est le même mouvement, en même temps, dans des pays différents. C'est ça, le romantisme, c'est une Europe, comme l'Europe de la Renaissance. Donc voilà les deux époques qui se ressemblent. Nous sommes des romantiques, car notre époque nous met dans la situation des romantiques. Car les révolutions ratées font les romantismes réussis. Mais
1830 a fait Musset, mai 68 nous a fait. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de, comme ça, de recul, d'effroi devant la grandeur de ceux qui ont précédé. Ça, c'est une des données du romantisme. Et l'autre donnée du romantisme, c'est le goût du voyage, c'est le culte du moi, se connaître, s'expliquer. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre en collaboration avec Guy Savoy? Alors d'abord, j'adore Stendhal, c'est un célibataire qui recherche le bonheur. Et alors il nous explique comment faire pour attraper le bonheur. Il dit, j'écris pour des amis inconnus, une poignée d'élus qui me ressemblent, les happy few. Tu es sur le bord du bonheur, ne te désespère pas et étudie. Plus on a l'esprit cultivé, plus on est susceptible de bonheur. Alors au XXIe siècle, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle Renaissance? Mais tout à fait, on peut aussi imaginer spectaculaire que celle une du nouvelle 16e. Renaissance, parce qu'il faut arrêter de pleurer sur la France. Alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle Renaissance? C'est de reconnaître et de servir le vrai pouvoir de demain. Qu'est-ce que c'est? C'est le partage du savoir. Tous ceux qui pratiquent le partage du savoir sont bien partis pour la nouvelle Renaissance. Bon anniversaire. Oh! Très bon anniversaire. Oh! Merci beaucoup d'une chose que c'est gentil. Mais parfait. Magnifique, comme toujours, beaucoup d'intelligence, d'amitié. Très belle soirée. Formidable. Gonzague est un conteur extraordinaire, Ah oui. d'une grande culture. Mon ami d'enfance, qui est toujours aussi remarquable, aussi époustouflant, aussi fantastique. J'ai été très intéressé, ça m'a plu. J'ai bien aimé l'histoire de la Renaissance 2015. Formidable. Renaissance. C'était une excellente soirée, on a rêvé, on a voyagé, on est remonté à la période de la Renaissance. Nietzsche disait « L'Européen d'aujourd'hui reste bien en dessous de l'Européen de la Renaissance ». Et Gonzague nous a rappelé que la Renaissance est possible à chaque instant. Il nous enseigne que la révolution de demain, c'est le partage, et je suis tout à fait d'accord. Et il est cette révolution qui est là depuis si longtemps, puisqu'on fête son anniversaire. Je l'en remercie. C'était un bon voyage ce soir. On reviendra. C'est la première fois que je viens et c'est très agréable, très plaisant, très bien organisé. Qu'est-ce qu'un salon littéraire? C'est un endroit où s'assemblent les femmes d'esprit et les hommes de désir, ou encore les femmes de désir et les hommes d'esprit. En tout cas, dans un salon littéraire, il y a le désir de l'esprit et il y a l'accomplissement de cet échange silencieux, secret, qui se fait entre les âmes quand il y a un véritable accord d'humanité, comme cela s'est passé ce soir, ce 22 janvier 2015, alors que la France a traversé cette terrible épreuve debout et que nous avons rêvé ici de réaliser la nouvelle Renaissance. Car les renaissances, on l'a oublié, commencent dans des périodes de crise. Alors en avant pour la nouvelle Renaissance. J'ai toujours 20 ans qui me séparent de mes 80 ans avec les 100 ans auxquels je désire accéder.